Bienvenue à tous. Gouvernement 20 ans. Oui, c'est le morceau culte qui, ces premiers jours du mois de janvier, cartonne sur les réseaux sociaux et certaines radios de la place et au-delà, avant même son lancement officiel prévu le 7 janvier. Un sévère réquisitoire de la gouvernance d'État sous nos tropiques ces dernières années et une invite à la restauration de la démocratie. Il est signé du célèbre artiste de la musique reggae, Tiken Jah Fakoly. Libre opinion, le numéro du jour, non pas pour une descente dans l'univers musical africain, mais pour un arrêt sur la problématique de la démocratie supposée en agonie en Afrique. Ce sera autour du thème « Menace sur la démocratie en Afrique ». Le juste diagnostic de Tiken Jah Fakoly. Nos invités déjà en plateau, Georges Anagonu, socio-anthropologue, il est analyste. Monsieur Georges Anagonu, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux auditeurs de votre station. Merci pour la disponibilité. En face de vous, une voix qui n'est plus à présenter, Arabi Choubadé, journaliste, il est éditorialiste, de regard de l'éditorialiste sur ce coup de gueule. Arabi Choubadé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Un autre invité, un panafricaniste, qui a accepté de se joindre à nous. Il n'est plus à présenter non plus, M. Seydou Kaosen Maïga, panafricaniste. Il est le coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout Niger, Debout. Monsieur Seydou Kaosen Maïga, bonjour à vous. Merci à vous aussi et bonne année à vous tous. Merci, on reçoit beaucoup de vœux de santé. Avec la santé, tout est possible, dit-on. Oui, la démocratie en Afrique serait en souci. Qu'en est-il? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre un peu la substance de ce morceau qui sera officiellement lancé dans quelques heures, nous allons, avec votre complicité, oui, complicité de la régie aussi, suivre les explications de l'artiste, un bout du morceau. Et ensuite, on revient en studio. La régie. Ben, le titre gouvernement 20 ans, parce que vous savez, il y a un opposant béninois qui a été condamné à 20 ans. En Côte d'Ivoire, il y a des opposants qui sont condamnés à 20 ans. Dans d'autres pays africains, la démocratie est menacée par le jugement 20 ans. Et donc, je pense que c'est important pour nous de marquer ça dans l'histoire, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, nous marquons toutes les étapes de menace de la démocratie en Afrique. Donc, je pense que c'est important qu'on aborde ce sujet pour expliquer que la démocratie est menacée par un bâton qui s'appelle 20 ans finalement. Et donc, c'est ce single qui va sortir le 7 janvier. Nous sommes en train de préparer la sortie. 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans, si tu lèves le poing c'est 20 ans, quand tu te poses c'est 20 ans, si tu avec que tu manges 20 ans, John Macolonais, mon massinulonais, gouvernement 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans, si tu lèves le poing c'est 20 ans, John Macolonais, mon massinulonais. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Nous allons aller graduellement avec les mots que vous avez pu capter au cours de cette intervention, en toute table rapide, et ensuite on reviendra sur la démarche de l'artiste à travers ce morceau. Je commence par le socio-anthropologue, monsieur Georges Anagonu. Non, en fait, on vient d'écouter le morceau d'un artiste. Et là aussi, c'est parfois le moyen d'exprimer ce qu'on sent, d'exprimer ce que, selon vous, la société est, ou de dire parfois où est-ce que va la société. C'est aussi là de faire cela. Donc, dans cette chanson, c'est vrai, l'artiste a essayé d'exprimer et l'ambiance démocratique au niveau de l'Afrique, surtout de nos États. Et donc, moi, je pense qu'il est dans son rôle, et que parfois, on peut aller à l'exagération. Peut-être qu'il y est allé, certainement que
vous nous donnez l'occasion d'analyser tout ça et de voir si tout ce qu'il dit est vrai. Mais moi, je pense qu'il est dans son rôle d'exprimer et de parfois d'aller par la provocation ou bien d'aller même par l'exagération dans ce qu'il est en train de dire, parce que l'artiste pense que c'est comme ça que lui pourra amener la société à se corriger. Il voit un vrai danger, c'est que la démocratie en Afrique est en danger. Mais même aussi un peu partout, si on sait ce qui s'est passé au Capitole et qu'on a encore rappelé hier sur certaines chaînes internationales. Moi, je pense que, à mon avis, l'artiste est en train d'exprimer ce qu'il sent, ce qu'il ressent, et pour lui, qui ne devrait pas être, c'est ce qu'il est en train d'exprimer, je dis, c'est son droit, peut-être parfois avec exagération. On va apprécier, oui, M. Haribi, votre première réaction sur... Oui, vous savez, avant de passer le morceau, vous avez passé un extrait de déclaration où il a été assez précis, assez concis. Il a donné l'exemple d'un opposant. Il n'a pas dit des opposants, il a dit l'exemple d'un opposant condamné à 20 ans. Il a dit plusieurs opposants en Côte d'Ivoire ont été condamnés à 20 ans. Et là, il touche un point sensible de la démocratie, c'est-à-dire la justice. Et vous avez vu maintenant, la chanson est arrivée pour planter le décor. C'est-à-dire qu'en réalité, il trouve que la justice est devenue un instrument pour abattre des opposants. Parce qu'il a dit, si vous êtes opposant, vous avez 20 ans. Si vous soumettez, vous mangez 20 ans. Et voilà. Donc, dans un morceau, on ne peut pas dire plus que ça. Et c'est une constance. Et on peut même aller au-delà de ce que l'artiste dit et prendre aujourd'hui le contexte international lui-même. Les procès qui ont eu lieu au Bénin, par exemple, ont eu des échos à divers endroits qui dépassent. Moi, j'ai suivi des émissions des confrères. Vous savez, quand vous êtes béninois, vous entendez les thèmes utilisés. Vous voyez comment on apprécie ce qui se passe au Bénin. Vous avez mal au cœur. Et donc, maintenant, c'est l'artiste, avec sa dimension, il a décidé que lui, il a une responsabilité beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande, parce que il peut, dans ses chansons, véhiculer des messages, et c'est ce qu'on a entendu par la fin, mais il est parti d'un fait bien réel, bien précis, qui est l'instrumentalisation de la justice, qui est une institution. On y revient. Qui est contraire à ce qui s'est passé au Capitole. Le Capitole, ce n'est pas une institution américaine qui a été instrumentalisée. Il y a eu des incidents qui ont été maîtrisés en une journée. Mais qui ont menacé la démocratie. Non, la menace de la démocratie à où? Parce que c'est juste une mesure policière, des opérations policières qui ont arrêté le phénomène. On reviendra sur on n'est pas allé faire des votes, on n'a pas fait un procès, on n'a pas... Vous avez vu ce qui s'est passé? Vote démocratique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin? Ce sont des procès. On revient sur les éléments évoqués. C'est une cour spéciale qui a été mise en place depuis un certain temps et qui, depuis, défraie la chronique, qui nous a même valu des condamnations de la Cour africaine des droits de l'homme. On revient sur ces éléments. Oui, M. Maïga, est-ce qu'en écoutant l'artiste, vous avez eu l'impression d'écouter des faits vraiment qui sont en lien avec la réalité africaine? Oui, merci M. Pandi. Effectivement, ce qu'il dit l'artiste Tchanda Fakoli est évident et d'actualité. Et ça ne concerne pas seulement le Bénin, et ça concerne le Niger, ça concerne la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, donc en Afrique en général. Et moi, personnellement, ça me parle parce que dans mon pays, le Niger, effectivement, il y a des scandales judiciaires qui ne peuvent même pas être cités tellement ils sont incroyables. Aujourd'hui, la justice nigérienne est inféodée à un régime depuis 10 ans et les opposants et la société civile sont embastillés de façon systématique. Pendant le même temps, on va en parler tout à l'heure avec précision, les barons du régime en place détournent des milliards, des centaines de milliards sans aucune justice, donc dans l'impunité totale. Et pire encore, on en fait une sorte de médecine douce, vous savez, la médecine douce, l'acupuncture et tout ça. Maintenant, au Niger, ils ont inventé la justice douce, c'est-à-dire que quand c'est des personnes qui sont proches du régime, le clan de la famille au pouvoir, qui détourne ou qui fait des actes condamnables, donc eux, on les tolère et on trouve un arrangement avec eux. Donc moi, je sais que ce qui se passe au Bénin ou ce qui dit Tchanda Fakoli, je pense que c'est vraiment d'actualité et il faut que l'Afrique se réveille parce que le problème de la justice
La justice est un fondement de la démocratie. Justice, de la République. Fondement de la démocratie, dites-vous. Donc on va préciser les éléments. L'artiste a commencé effectivement par le Bénin. En commençant par le Bénin, il parle de condamnation d'opposants à 20 ans. Monsieur Anagonou, quand vous l'avez suivi, la question que vous avez évoquée un peu plus tôt, la question de l'exagération ou de la constatation. Quel était, vous, votre regard en l'écoutant, en lien avec ce que vous voyez au quotidien au Bénin? Non, c'est que j'ai entendu dans la chanson d'abord qu'on parle de gouvernement 20 ans. Oui. Gouvernement 20 ans, c'est pourquoi j'ai parlé de l'œuvre de l'artiste qui essaie parfois pour provoquer les gens, essaie d'aller un peu à l'exagération en réalité. Ben vous voulez dans l'exagération? C'est vrai, oui, parce qu'il n'y a pas de gouvernement 20 ans. Il n'y a pas de gouvernement 20 ans, à ce que je sache. C'est prôné nulle part. Maintenant, ce dont lui parle, c'est l'effet de la justice. Voilà. Et donc, moi... Et il a été précis, il a illustré. Et moi, ce que je peux faire ici, c'est d'apprécier le travail de la justice. Je ne suis pas là pour défendre la justice. Ceux qui sont les auditeurs de la justice, ceux qui sont les acteurs et qui ont le pouvoir en main et qui décident, c'est eux qui peuvent défendre leur métier. Et moi, je dis une chose, chacun a obligatoirement le droit de rendre compte un jour devant la justice. Et cette justice est devant le peuple. Et cette justice du peuple, parfois, s'exprime de plusieurs manières. Il y a des gens qui ont été ministres et ils ont fait tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, vous les voyez, ils sont en train de payer à la nature ce qu'ils ont fait. Donc ça, même ne pas être en prison, ils sont debout, mais ils sont presque en prison. Parce qu'entre-temps, un jour, ils ont eu en main le destin de leur pays et qu'ils ont géré comme ils veulent. Moi, je ne suis pas du genre à nier. Et puis, comme le débat que nous sommes en train de faire ici, c'est pour parler de l'état de la démocratie en Afrique. Moi, ça m'intéresserait plus. Et ça, donc, ça élargit le champ d'analyse. Avant d'aller un peu plus loin et pour ne rien laisser de côté... L'atis a commencé par nous. L'atis, non, je n'ai pas envie d'éviter. Okay. Comment vous trouvez ça? Non, j'évite pas. Que des gens aient été condamnés à 20 ans et à 10 ans au Bénin, c'est vrai. Ce n'est pas faux. La justice a fait son travail. Mais est-ce que la justice a bien fait son travail? Ça, c'est un autre débat. Comment vous trouvez? Moi, non. Ce que je sais, je n'ai pas reçu comme responsabilité de prononcer des condamnations sur des gens. Ce n'est pas ma responsabilité de la société. Cette responsabilité-là, elle est laissée à quelqu'un d'autre. Non, juste la responsabilité de l'analyste. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ma responsabilité, c'est d'analyser. Est-ce que les éléments qui amènent le juge à condamner ou à relasser, c'est lui qui connaît. C'est sa matière. La matière d'autres personnes plus que moi. Ce que je sais, c'est que nous devons faire très très attention lorsque nous sommes en démocratie. C'est-à-dire qu'on peut être en train de refuser pour dire c'est le juge qui a décidé. Il est quelque chose que ça porte à tête. Ça laisse une tache sur notre démocratie. Ça, il faut le dire. Il faut être ouvert pour le dire. Ça laisse forcément une tache sur notre démocratie. Et ça me ramène quelque chose. Quelle est la responsabilité alors de la justice pour l'assise démocratique dans notre pays? Quelle est la responsabilité de la justice pour la démocratisation de notre État? Est-ce que vous allez essayer d'y répondre? Est-ce que la démocratie exige? Vous savez, c'est vrai, Arimi a dit tout à l'heure par rapport au Capitole, on dit qu'aux États-Unis, plus vous êtes riche, plus vous avez la justice à votre faveur. Faisons graduellement les choses. Plus vous êtes riche, plus la justice est en votre faveur. Et pourtant, nous sommes dans une démocratie presque parfaite aux États-Unis. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez la possibilité de négocier les choses. Pour que votre puisse suivre très bien, vous avez évoqué une question. Cette justice, sa perte de responsabilité dans la démocratie, comment vous l'analysez vous-même en évoquant la question? Ah non, la responsabilité de la justice dans la démocratie, elle est déterminante. La responsabilité de la justice, mais il se fait que cette justice est rendue par des hommes. Ils sont des hommes. Ils ne sont pas des êtres parfaits tombés du ciel. Non, c'est votre frère, c'est mon frère qui est le juge et qui a l'élément en lui pour pour décider de la vie. Moi, j'ai suivi l'actuel ministre de la Justice français, qui est Éric Dupond, qui est aussi quelqu'un auxiliaire de justice, puisque c'est un avocat. Et il dit, mais c'est dangereux de confier à un jeune de 25 ans de prendre la décision sur la vie de quelqu'un. Et que lui considère que
donner la possibilité à quelqu'un de décider de ce que va être la vie. C'est une question d'expérience. C'est des gens qui ont de vécu. Et que si vous n'avez pas de vécu solide, et on vous demande de prendre des décisions pareilles, que vous allez parfois dérailler. Vous allez parfois faire des erreurs. Et des erreurs judiciaires, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Donc il faut désormais voir ceux qui on confie les rênes de la justice. Et qui doivent comprendre que l'Afrique, le peuple africain aspire à la liberté, aspire à la justice. Et qu'en ce moment-là, leur rôle devient encore de plus en plus déterminant parce que nous sommes en train de grandir dans la démocratie. Et donc, moi, je n'entends pas. Je dis, le juge, il doit décider avec ce qu'ils appellent l'intime conviction. S'il pense que lui, la décision qu'il a prise, c'est avec son intime conviction, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Merci bien. Monsieur Arribi, je reviens sur la même question, chacun dans sa dimension et le regard qu'il y porte. Commencez par le Bénin. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, par exemple? On peut dire sa ville natale. Et là, ça commence par le Bénin. Oui, vous savez ce que c'est que le Bénin en matière de démocratie en Afrique. Le printemps noir, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais avant 90, partout en Afrique au sud du Sahara, à l'exception peut-être du Sénégal, il n'y avait pas de multipartisme. Ne serait que cet aspect-là. C'était des partis uniques un peu partout. Au Bénin, il y a eu d'abord une transition douce de la dictature à la démocratie, multipartisme intégral, pendant que toute l'Afrique, en ce moment-là, même jusqu'en Afrique du Nord, comme il a dit, à l'exception de quelques... Et puis, je me souviens, partout ailleurs, il y avait eu cette déflagration. La rue s'était mobilisée, et puis plusieurs chefs d'État ont dû peut-être prendre des décisions juste pour formaliser le multipartisme, mais certains sont même allés à la conférence nationale. Donc c'était le point de départ. Alors qu'on en vient à ce que, on dise au Bénin, quand un opposant lève la main, il prend 20 ans, quand les autres, ils vont s'aplatir, ils mangent 20 ans. Quand on le dit en rapport avec le Bénin, ça interpelle beaucoup de conscience en Afrique, où on a dit, mais écoutez, si ça qui était notre espoir aujourd'hui est à ce niveau, il y a à craindre. Donc quand on parle de démocratisation en Afrique, tous les regards sont portés vers... Et vous savez, nous on a fait notre conférence nationale, quelques mois après on libérait Mandela. La nation en cancer était née, le mur de Berlin était né, vous savez le discours de la boule. Donc le Bénin était entré, si vous voulez, dans la dynamique de la démocratie, peut-être même au-delà même de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, qu'on en vienne à ce que notre justice est devenue presque la paria au niveau de l'international, cette justice qui nous a valu des condamnations, je le disais tantôt, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, je crois que les dossiers les plus récents n'ont même pas encore été évoqués par cette Cour. C'est sur d'autres dossiers qu'on avait déjà eu cette condamnation. Et vous avez suivi le département d'État américain qui vient de nous couper quelques subsides dans le programme MCA, c'est-à-dire que la responsabilité, vous parlez de la responsabilité de la justice, qui fait que peut-être que nous n'aurons plus du courant, nous n'aurons plus. N'oubliez pas que le programme MCA a investi également dans la justice et dans beaucoup d'autres domaines. Et que si jamais on devait supprimer ce programme ou réduire l'apport américain, ça pourrait impacter ne serait-ce que sur la vie de tous les jours des Béninois. Et donc c'est de la responsabilité. Ici, il ne s'agit pas de la responsabilité d'un juge, il s'agit de toute une institution qui est la justice. Si ce n'est qu'un juge qui commet une erreur et qu'on est sûr que, par ailleurs, on pourrait rattraper ou corriger, parce qu'il n'est pas le seul dans l'institution de justice, il n'y aurait pas eu tout ce remous-là. Ici, on n'est plus dans le cadre de l'erreur judiciaire, on est le cadre dans une politique d'instrumentaliser une institution pour les besoins d'un pouvoir et que l'autre caricature par gouvernement 20 ans. Lui, il sait ce qu'il met dans le gouvernement 20 ans. C'est pas... Vous ne voulez pas gouvernement 20 ans dans le Larousse ou sur Google ou de tout ce genre-là. Mais lui, dans son analyse, pour rendre son message,
il ne va pas nous faire un discours comme celui de la Boule. Un peu de mots. Voilà, un peu de mots. Il connaît son public, il dit, bon, ils n'ont pas été à l'école, néanmoins, ils ont un esprit de combattant et tout ça. Il faut leur dire les choses comme ils aiment l'entendre. Et puis lui, il est dans son combat avec ses armes, ses moyens. Et je crois que c'est même salutaire que ce discours avait. Parce que désormais, quand on dit gouvernement 20 ans, tout le monde sait, enfin, de plus en plus de gens ne commencent pas à savoir ce qu'on veut dire en parlant de gouvernement 20 ans. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui, pour éliminer un adversaire, organise des procès et leur flanque des années d'emprisonnement. Hein? Oui, M. Maïga, vous qui êtes panafricaniste, rêvez d'une Afrique plus unie et qui connaissez aussi bien le Bénin, lorsque l'artiste fait son message, mais commence par le Bénin, est-ce que vraiment vous vous retrouvez dans ce message-là? En fait, je pense que d'abord, c'est un artiste. Vous savez, l'artiste, il ne vit pas de la symbolique. Donc, les 20 ans dont il passe, ce n'est pas parce que simplement les régimes vont durer 20 ans, mais c'est parce que simplement la condamnation de la principale adversaire de M. Talon a été condamnée à 20 ans. Donc, c'est un fait qui est là, qu'il prend dans la volée pour pouvoir exprimer ses idées. Donc, c'est pour ça qu'il est parti du Bénin, parce que c'est une des actualités les plus récentes et surtout, c'est plus flagrant, parce que 20 ans quand même, en général, un régime, comme tout à l'heure disaient mes co-débatteurs, c'est 5 ans, 10 ans maximum. Mais là, on se voit condamné 20 ans, ça veut dire que tout simplement, et derrière ça, peut-être qu'il y a une sorte d'un régime qui va perdurer sur le temps et qui va aller plus loin. Mais les 20 ans, c'est juste vraiment, à ce que j'ai compris, c'est de façon symbolique parce que c'est un jugement qui a été rendu, qui est là et qui prend pour exprimer cette idée d'une justice inféodée à un régime qui est en place. Et moi, ce qui me surprend d'ailleurs, c'est ce qui a aussi surpris Tiken Fakoli, c'est qu'à l'arrivée de Patrice Talon, voilà quelqu'un qui est très riche, qui n'a pas besoin de la politique pour s'être enrichi à la base, et qui, je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a promis de faire un mandat. En tout cas, je pense que c'est bien ça. Alors voilà qu'il fait plus de mandats, et avec tout ce qui se passe, c'est comme s'il veut aller au-delà, parce que s'il met un système judiciaire assez dur contre ses opposants, c'est qu'il ne va pas rester juste 10 ans. Et voilà pourquoi est-ce que le message de Tiken Fakoli prend toute son importance. Aujourd'hui, quand on observe vraiment l'Afrique, est-ce qu'on peut dire que la justice est si mal en point? Mais il n'y a même pas de justice en vérité. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que ce qui se passe au Bénin, ça peut être, c'est réplique partout. Et Patrice Talon n'est pas le premier. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'au Niger, par exemple, cette dame-là qui a été condamnée parce qu'effectivement, je pense qu'elle devait avoir été candidate ou avait l'intention de le faire. Mais au Niger, regardez ce qui s'est passé avec le plus grand opposant du Niger, le chef de l'opposition, M. Hama Amadou. Là, carrément, le parti au pouvoir l'a empêché de poser sa candidature. Et avec des tours de magie judiciaire, pendant le même temps, il fait notre candidat qui s'impose, et ce candidat n'est même pas nigérien à la base. Il n'a même pas été capable de brandir, face à toutes nos réclamations, un acte de naissance, un acte d'état civil authentique, authentifié, et qui prouve qu'il est né au Niger. Conformément à l'article 47 de la Constitution nigérienne qui exige que chaque candidat, chaque Nigérien pour être Nigérien, doit être Nigérien et des parents nigériens nés au Niger. Bref, tout ça, c'est dans l'article 47 de la Constitution nigérienne. Et ce monsieur qui est actuellement aux manœuvres au Niger, M. Bazoum Mohamed, n'est pas Nigérien. Non, on fera ce débat une autre fois. Mais la question de la justice, dans son rôle au quotidien, est-ce qu'on ne lui demande pas un peu trop aujourd'hui et finalement à se dire que la justice est hémiplégique? Mais monsieur Yetonji, oui. Toutes ces personnes, en tout cas pour le cas du Niger, et je pense que aussi Talon a été un opposant, toutes ces personnes en général qui font cette injustice-là sont en général des gens qui ont été des anciens opposants. Pour le cas du Niger, le régime actuel a fait 20 ans d'opposition. Et pendant ces 20 ans, ils ont réclamé de la justice. Ils ont condamné des actes de la justice de l'époque. Ils ont condamné 4 ou 5 régimes qu'ils supposent être des régimes injustes. Et voilà qu'ils viennent, ils infondent la justice et les juges aujourd'hui n'ont pas le choix. Quand vous êtes injuste et que vous ne prononcez pas une décision conformément à la décision du régime,
On vous envoie dans les zones en conflit. On vous affecte dans une zone en guerre. On vous enlève certains privilèges. Et voilà des lois. Par exemple, la loi sur la cybercriminalité qui a été inventée par ce régime. Voilà que cette loi, elle essaie d'empêcher au peuple d'avoir ce que la Constitution autorise, c'est-à-dire la libre expression. Donc on passe par la justice qui est un pilier fondamental de la démocratie pour maintenant encore empêcher un autre pilier de la démocratie, la libre expression, d'être exercée. Donc on est dans un cercle vicieux, mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui au Niger, vous avez ce qu'on appelle le MDNG. Pardonnez-moi, Kirim. Donc ce scandale financier qui concerne 1700 milliards. 1700 milliards. C'est des fonds destinés à la défense et à la sécurité du Niger qui ont été détournés par des parents du régime en place. Et c'est le régime en place qui a pu détecter ce flagrant détournement et ils ont été identifiés. La justice n'a pas pu en arrêter un seul. Récemment, il y a moins d'un mois, il y a un non-lieu qui a été donné et un arrangement a été trouvé avec ces différents barons du régime pour qu'ils ne puissent pas payer 76 milliards, mais plutôt une trentaine de milliards. C'est l'État même qui va payer une partie. Monsieur Magué, est-ce que vous n'exagérez pas? Oui. Vous avez bien sorti le mot. Il a été question d'arrangement. Vous me devez de l'argent, une forte somme, mais on s'entend sur un principe. Est-ce que, parce que les gens se sont entendus sur un principe, on va encore accuser la justice de prendre parti? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres Nigériens qui ont... Moi, j'ai été arrêté en décembre 2019, monsieur Etonji. Parce que juste j'ai appelé le chef de l'État de l'époque, Mahamadou, de porter secours à des soldats qui sont des rescapés d'un massacre terroriste. Une douzaine de soldats qui sont tombés et qui sont restés sans soins médicaux. J'ai fait une alerte sur Facebook et on m'a arrêté. J'ai fait la prison de décembre à janvier 2020. Alors, pourquoi il n'y a pas d'arrangement quand il s'agit de la vérité? Pourquoi est-ce qu'on va faire un arrangement? Regardez, je vous donne un exemple. Il y a récemment un de ces barons de ce régime, le parti au pouvoir, qui a fait des déclarations ethnocentriques et régionalistes. Pour le même fait, il y a un ex-général qui croupit en prison depuis 6 mois. Et ce monsieur, lui, il a été libéré en catimini dans la nuit. Vous voyez? C'est-à-dire les arrangements, on est d'accord là-dessus, mais il faut que ça soit une justice à double vitesse. Quand c'est des gens du parti, on arrange. Quand c'est les autres, on les embastille, on les emprisonne rapidement, sans chose. Vraiment, la justice est un problème. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Bénin, moi j'ai vu dans le document, il y a un juge qui a démissionné pour dénoncer tout ça là. Mais au Niger, les juges n'ont pas ce courage-là. Je suis désolé, pour l'instant, il n'y a pas un seul juge qui a démissionné pour aller dire voilà ce qui s'est passé. Mais on sait qu'ils vivent un vrai malaise, les juges. Ils sont courageux, certains d'entre eux. Et moi, j'ai vu des juges, monsieur Etonji, l'autre jour, et j'ai été jugé. J'avais en face de moi un Nigérien qui croupit depuis 3 mois en prison parce qu'il a été envoyé par son patron avec un faux billet de 10 000 francs CFA pour aller acheter quelque chose. Et il a été pris parce qu'il y avait déjà le commerçant avait déjà certains billets de banque qui étaient faux. Et c'est cet enfant-là qui a été pris pour 3 mois, voire 1 an d'emprisonnement. Je voulais dire au juge, mais laissez-moi, je vais donner 10 000 francs pour que vous le libérez. Regardez des gens qui détournent 1700 milliards. Qui derrière, à cause de ce acte de détournement, des centaines, voire 800 personnes sont mortes parce que le terrorisme a fait plus d'1 millier d'euros. Oui. Et c'est parce que les forces de défense et de sécurité ont des armes ils utilisent des cartouches qui n'explosent pas. Parce qu'il y a des commerçants qui ont livré des cartouches qui n'explosent pas pour juste avoir une certaine marge dans la facture. Et tout ça, on a compris, en fait, on a découvert que le régime en place a aussi pris des pots de vin. Donc tout ça, là, monsieur Etonji, comment est-ce qu'on peut comparer un jeune Nigérien qui a eu le malheur de tenir 10 000 francs CFA un faux billet par son chef, qui fait des mois de prison, et l'autre, des gens qui détournent des milliards de CFA, qui détournent des moyens qui sont destinés à la défense nationale, monsieur Etonji. Et que cela, on les fasse un arrangement sur 1700 milliards de francs CFA.
Oui, Monsieur Maïga, un peu interloqué. Oui, Monsieur Anagono, vous, le socio-anthropologue, ces accusations récurrentes à dire que le malaise est plus profond que les hommes au cœur de l'appareil judiciaire, que c'est l'appareil lui-même. Monsieur Arimi tout à l'heure l'évoquait, quand on suit Monsieur Maïga, c'est la même chose qui revient. Ce ne sont pas des individus, c'est tout l'appareil qui n'appartient plus aux animateurs de la justice. C'est quoi votre regard? Non, mais pourquoi je parlais d'un juge? Parce qu'en réalité, c'est un collège de juges qui prennent des décisions, mais c'est une manière de les désigner, de parler d'un juge. Au fait, et à suivre aussi l'exemple que le collègue du Niger a donné, et ça ramène la question du rôle central de la justice dans l'enracinement de la démocratie en Afrique. Tout à fait. Tant que les peuples vont sentir qu'il y a de l'injustice, comme ce qu'il vient de dire, que celui qui a utilisé un faux billet de 10 000 puisse prendre 1 an, et que ceux qui ont détourné des milliards ne soient dans la nature en train de partir sans qu'on... Là, tant que le peuple va sentir cette injustice-là, eh bien, le peuple sera toujours demandeur de la démocratie et plus de liberté. Moi, c'est bien ce que vous avez fait en invitant le collègue nigérien dans ce débat-là. Il dit des trucs que les Béninois, s'ils entendent, ils vont tomber de nuit. Il dit, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça quelque part. Et a dit ça, on a tendance à dire, ah, c'est encore mieux chez nous. Excusez-moi un peu, excusez-moi du peu. Donc, la justice, et comme il a dit peut-être, je pense que c'est le juge Batombi, celui qui a démissionné, qui est parti, ou comment il s'appelle, quelque chose comme ça, qui est parti pour dire que la criette n'est pas une justice saine, c'est ce qu'il a dit. Mais oui, mais je vois... comment Batamousi, d'accord. Donc, ça, c'est encore possible au Bénin. Ça, c'est encore possible au Bénin. Et c'est encore possible, c'est tout dans ce Bénin qu'on a eu le juge Angelo. Et quand je disais tout à l'heure, quand on parle d'un juge, la décision rendue par Angelo en son temps a été portée devant la cassation. Et la cassation a confirmé. C'est de cette justice-là qu'il s'agit. C'est tout dans ce Bénin-là. Et donc, que les Africains, le peuple africain puisse accuser la justice et de bon droit. Vous savez, lorsque le débat sur, au fait, et la condamnation de nos amis Tombé Sadi, de Joël et de Madougou, il y a une vidéo de Diogbenou qui a circulé sur la toile. Et qui, quand Diogbenou disait, je pense qu'il parlait de Maître Yansounou, quand il avait eu de difficultés devant la justice, et il disait que Yansounou avait dit au juge, vous avez un pouvoir dans votre main, mais ce pouvoir, il est momentané. Ce pouvoir, il est éphémère. Ça peut vous quitter d'un instant à l'autre. Et je pense que cette vérité demeure aujourd'hui. Et ceux qui avaient ces opposants devant eux et qui ont été en train de les juger devaient savoir qu'ils avaient le pouvoir du moment et que ce pouvoir peut les quitter d'un instant à l'autre. D'accord? Et donc, globalement en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe au Ghana, mais le Ghana aujourd'hui, de plus en plus, a commencé par être donné comme bon exemple de démocratie. Et les pays cités par l'artiste sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des trucs comme ça, ne sont que des États francophones. Est-ce que c'est un mal des États francophones de ne pas vouloir jouer le jeu démocratique jusqu'au bout? Une grosse interrogation qui renvoie la balle à votre vis-à-vis. Oui, monsieur Aribi, en définitive, quand on suit le socio-anthropologue, il y a une question de responsabilité, cette collective mais aussi individuelle. Il dit qu'on n'oublie pas que le bâton dont vous vous servez aujourd'hui pourra être utilisé contre vous hier. Et c'est M. Maïga qui, semble-t-il, a posé le problème sous le même angle, qui s'étonne de constater que ceux qui, hier, dans l'opposition, dénonçaient une certaine justice caporalisée, en arrivent à caporaliser davantage aujourd'hui la justice. Pourquoi l'Afrique se retrouve-t-elle à tourner sur place? Non, vous avez déjà réglé le problème de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Tout à fait, avec les réalités d'une région à l'autre. Tout à l'heure, on a même presque venu à une conclusion que partout la France a mis le pied en Afrique. Jamais l'herbe de la prospérité n'a poussé.
C'était la conclusion qu'on avait tirée. Et donc, oui, on a vu, même aux pires heures de Mugabe au Zimbabwe. Excusez-moi, on avait des décisions de justice qui allaient en faveur des opposants. Vous vous souvenez, Morgan Tchanga gagnait des procès. Il s'avait fait les premiers ministres contre l'avis du chef de l'État avant que la situation ne prenne une autre tournure pour en arriver là où vous savez. Ça peut vous dire que l'Afrique elle est plurielle. Hein, les francophones, c'est vraiment spécial. Vous vous souvenez à la naissance de la démocratie au Bénin, ça avait peut-être surpris Mitterrand, mais après sa successeur essayait de colmater les brèches. Chirac s'est dépêché de dire que c'est un luxe pour les Africains. Et après, vous avez vu la promotion des dictatures. L'éditorial, il va sur quelle piste là? Non, c'est pour vous dire que c'est pour qu'on ne peut pas parler de l'Afrique comme si partout c'est mauvais. Okay. Vous voyez aujourd'hui la zone de la SADC sous le leadership de l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas observer ce qu'on observe, par exemple, à la CEDEAO, où les francophones, on a l'impression qu'ils servent d'autres objectifs que les objectifs de leur peuple. Où on débarque un dictateur, tout le monde se ligue, on forme les syndicats et les chefs d'État pour commencer des pressions, des trucs de ce genre-là. Donc, mais dans certaines zones en Afrique, vous ne pouvez même pas prendre certaines libertés avec vos peuples. Hein? Et c'est pour vous dire que, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire aujourd'hui. Mais au départ, c'était que il y a eu la conférence nationale au Bénin qui a impacté toutes ces zones-là. Je disais que concomitamment, Mandela sortait de prison en 90 et vous avez vu avec les chefs d'État béninois étaient invités aux grandes assises, ce qu'on n'observe plus. Hein, Cotonou était devenu une plaque tournante. Je me souviens toujours de Jean Ziegler. On était étudiants à l'époque, il débarquait ici pratiquement chaque mois. C'était un sénateur suisse ou quelque chose de ce genre-là qui débarquait pour animer des conférences sur la démocratie, etc. Tout cela a perdu. Et ce qu'on a même obtenu comme prime à la démocratie, aujourd'hui, on est même en train de perdre progressivement cette manne-là. Et vous voyez que nous payons de plus en plus d'impôts. Hein? Ça a quel lien avec le combat pour la démocratie? Oui, parce que comme on sait très bien que ça se raréfie un peu partout, on essaie de se... ça veut dire que les mauvaises options de gouvernance, surtout en matière de démocratie, ça rejaillit forcément sur le bas peuple qui paie plus d'impôts parce que certaines subventions sont raréfiées, certains programmes ont disparu parce que les autres ne sont pas des philanthropes pour venir vous donner de l'argent pendant que vous êtes en train même de saccager les projets sur lesquels ils ont investi. On parle de justice aujourd'hui. Or, vous avez vu le département d'État, la réaction presque violente du département d'État américain face à la condamnation, aux dernières condamnations qu'on a observées, parce que justement les Américains ont investi pour rendre notre justice plus moderne, plus compétitive, tout ça. Et malgré ça, on en est arrivé là. Donc, c'est forcément le bas peuple qui vient. Maintenant, le Bénin. Ce symbole-là que cela représente, c'est ce que vous pouvez déjà observer. Parce que vous savez, c'est pas... Ticket déjà peut-être a observé beaucoup de choses depuis des années. Hein? Vous avez... je me souviens d'un débat au niveau du Parlement, je crois de la CEDEAO, en 2019, quand il y a eu un de leurs collègues, l'honorable Ibatou Grele, qui a été empêché de faire meeting à Porte-Nouveau, il y a eu un débat au Parlement de la CEDEAO sur ce cas-là, où déjà certains dénonçaient ces violations des droits de l'homme qui se répétaient un peu partout, qui se généralisaient au Bénin, alors que c'était un pays qu'on montrait comme le phare de la démocratie. Alors l'artiste appelle à sauvegarder la démocratie en Afrique subsaharienne. Monsieur Maïga, on fait comment si l'Afrique francophone semble avoir un virus en commun? Je ne sais pas si c'est déjà à l'échelle de pandémie. C'est quoi votre rapport à vous? Moi, monsieur Tony, ce que je pense, vous savez, il faut d'abord revenir à l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que les Africains, notamment de la bande saharienne, ont réclamé la démocratie dans les années 90? C'est parce qu'il y avait des régimes à peu près un peu dictatoriaux, des régimes des partis uniques. Il n'y avait pas de multipartisme.
il n'y avait pas de libre expression, il n'y avait pas le droit de manifester, il n'y avait pas non plus une justice, et il y avait le clanisme vraiment qui avait gangréné les États. Alors, aujourd'hui, nous sommes en démocratie, mais on se retrouve que toutes ces choses-là qui sont à la base de la lutte pour le multipartisme et la démocratisation de ces États, ce qui est parti d'ailleurs du sommet de la Baule de juillet 90 par Mitterrand, n'est-ce pas? Et on se retrouve que tous ces fondamentaux, maintenant, on a eu du recul. Vous voyez au Niger, par exemple, il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a plus depuis 2 ans aucune manifestation n'est autorisée par le régime en place. La justice, on en parle. Le clanisme, vous savez, aujourd'hui, quand vous appartenez au clan de Youssouf Bazoum Mohamed, vous pouvez violer la loi, vous pouvez détourner des fonds, rien ne va vous arriver. Et l'expression et tout ça, j'ai dit ça. Et le multipartisme, d'ailleurs, c'est des façades. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres partis de l'opposition n'ont même pas droit à la télévision nationale. Ils n'ont même pas droit au chapitre, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est clair. Maintenant, alors, pardon, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en Afrique subsaharienne? C'est que moi, à mon avis, oui, tout part de la France. Parce qu'en fait, tout cela est fait. Les régimes sont inféodés à la France parce que la France, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle veut? C'est que les Français va continuer à se vivre de cette façon. Alors, si vous pouvez faire ce que la France, elle veut, vous pouvez faire de votre peuple ce que vous voulez. Ah, c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé? Comment? C'est la conclusion à laquelle vous aboutissez? C'est clair et c'est démontré parce qu'aujourd'hui, tous les régimes en place, tous celui qui ne caresse pas, et ça, quand vous voyez la France caresser un régime dans le sens des poids, c'est que le régime fait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est la poursuite de la politique française, de l'impérialisme français, de la France-Afrique, sous plusieurs formes. Ouais, et notamment le franc français. Le franc, pardon, CFA, qu'on va l'appeler éco, tout ce que vous voulez, ce sera la même chose. L'essentiel, c'est que la France détienne notre économie et notre destin. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit le Mali qui essaie de se sortir de cet engrenage-là, la France fait tout pour... Alors, la restauration de la démocratie, M. Maïga... Ce terme, c'est Macron vient de l'utiliser hier pour les Français qui ne se sont pas vaccinés contre la Covid-19. Donc, la France veut emmerder le Mali, parce que simplement, le Mali veut sortir de son joug. Vous voyez, et aujourd'hui, le Niger et d'autres pays d'Afrique, tout ce qu'ils font, ces présidents-là, c'est parce qu'ils ont l'onction de Paris, mais l'essentiel, c'est qu'en contrepartie, ils fassent ce que Paris veut. Alors, la CEDEAO, c'est aussi une chambre d'enregistrement de décisions qui ont été décidées à Paris. Dites, on va passer à une autre question avec M. Anagono. Vous répondez très rapidement à cette question-là. On pourra revenir vers vous par la suite. Est-ce à dire que la restauration de la démocratie est un vœu pieux ou carrément impossible, en évoquant la France de cette façon-là? Oui, à l'heure actuelle, tant que la France, Afrique va exister, franchement, c'est un vœu pieux. Ça, c'est ma conviction. Merci, on revient vers vous. Restaurer la démocratie en Afrique subsaharienne, on y arrive comment? Il faut forcément enlever la France telle une épine dans les pieds d'abord? Le socio-anthropologue. Moi, j'aimerais d'abord dire que les responsables politiques africains doivent être conséquents envers eux-mêmes. D'abord, conséquents envers eux-mêmes. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque vous prenez une option, quand vous étiez de l'autre côté, quand vous n'étiez pas au pouvoir, tout ce que vous avez promis, tout ce que vous avez combattu, quand vous arrivez au pouvoir, il faut rester dans la droite ligne de ce que vous étiez dit, de ce que vous disiez au peuple. Sinon, ça va être que l'intellectuel a toujours trompé le peuple. Et ça, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Ce ne sont pas des intellectuels au pouvoir. Non, je parle d'intellectuels politiques, si vous voulez. Si je peux aussi parler. D'accord, je parle des hommes politiques qui, entre-temps, ont dit des choses. Vous savez, si pendant les procès dont on parle, on a ressorti la vidéo dont je viens de parler, c'était pour dire, bon, quand vous étiez dans l'opposition, voilà ce que vous avez dit de la justice. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, voilà. Est-ce que ce que vous avez dit là tient lieu encore? Est-ce que cette vérité tient encore? C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient dans l'opposition et qui critiquaient les régimes en place, lorsque le peuple leur donne l'occasion de prendre le pouvoir, ils deviennent pires que ce que les autres ont été. Et c'est la même chose que l'Afrique. C'est pourquoi j'ai dit, les intellectuels africains, les hommes politiques africains doivent décider d'être conséquents envers eux-mêmes. Parce que M. Baïga venait de dire tout à l'heure, c'est tout ce que la France dit qu'on exécute. Moi, je pense que, chez nous, depuis un certain temps au Bénin, nous ne sommes pas vraiment
simplement livré à ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit là-bas, c'est ce qu'on exécute au Bénin. Je pense qu'on connaît, même c'est en ça qu'on parle parfois de franc-parler du président Talon, et qu'on disait qu'il ne faisait pas, il ne fait pas langue de bois. Pour certaines choses, sur le plan de la diplomatie, il a toujours eu ce courage-là, parfois d'essayer de dire non à la France. Donc, peut-être que ça, ce qu'il dit est vrai dans certains milieux, pas. Parce que quand vous prenez la CEDEAO, ce ne sont pas que des États francophones. Il y a des États anglophones dedans. Et je ne vois pas la France forcément en train de s'imposer, de dicter au Nigeria, par exemple, le Grand Nigeria, ce qu'il doit faire. Heureusement d'ailleurs qu'il y a de ces États-là. Mais c'est nous-mêmes d'abord, en tant que responsables politiques. Nous-mêmes, en tant que responsables politiques, qu'est-ce que nous avons combattu? Qu'est-ce que nous avons dit pour arriver au pouvoir? Quand vous parlez de la restauration de la démocratie, moi j'ai plutôt pensé à quelque chose. Je me suis dit, lorsque les années 90, nous sommes allés vers la démocratie, on ne s'est posé aucune question. Nous avons accepté toute la vertu de la démocratie tout de suite, sans dire, il faut l'acclimater, il faut l'adapter à nos réalités. Nous ne nous sommes posé pas de questions par rapport à ça. L'acclimation, c'est ça qui s'impose désormais? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on va vous dire, oui, la démocratie, il faut qu'on adapte ça à notre réalité. Et moi, je réponds à ceux-là pour dire, tout peuple aspire à la liberté. Tout peuple aspire à la justice. À partir de ce moment-là, les principes démocratiques doivent être valables partout. D'ailleurs, les institutions internationales qui nous jugent et qui parfois trouvent que nous avons de retard, c'est parce qu'il y a des principes bien retenus. Et par rapport à ces principes-là, ces institutions trouvent que les pays africains ne les retournent pas. Il ne faut pas qu'il y ait une malédiction. Comme M. Maïga disait tout à l'heure, ça dit les États francophones d'Afrique. Les États francophones d'Afrique, ce sont dans ces États-là que la démocratie souffre. On doit se rappeler que le Bénin était un État francophone. Le Bénin est un État francophone, mais tout à l'heure, Arimi l'a dit, l'exemple est parti d'ici. Ce que je sais, il y a eu des leaders qui ont accepté de se sacrifier pour le peuple. Pendant la dictature de 72, n'est-ce pas, de Kérékou. Ce peuple-là, il y a eu des gens de ce peuple qui se sont sacrifiés pour le peuple. Il y en aura toujours qui vont se sacrifier pour le peuple. Et moi, je dis, faites attention par rapport au réveil du peuple. Au réveil du peuple. Pendant que vous avez le pouvoir, regardez toujours dans l'audiovisuel pour savoir que le peuple peut se réveiller à un moment donné. Et quand lui se réveille, ce peuple se réveille, il balaye tout sur son terrain. Les peuples africains peuvent se réveiller. Il y en a qui, par moment, le peuple s'est réveillé et on a essayé de les contenir. Et regardez un peu, par exemple, à côté de nous, on a utilisé tous les moyens, mais on n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. Et que ce qu'on a refusé, ça peut toujours revenir à la surface. Donc, les Africains, nous devons nous construire nous-mêmes. Nous devons nous construire nous-mêmes. Il y a eu des gens, je le disais, ils étaient féants, tout ça, la génération de Maître Robert Dossou. Cette génération-là aussi est passée au pouvoir. Et cette génération, nous avons vu ce qu'elle a fait de la démocratie. Notre génération aussi, nous étions les jeunes panafricanistes, nous étions les contestataires, mais beaucoup d'entre nous ont été phagocytés par des régimes successifs. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Aujourd'hui, quand vous me dites, mais moi, je regarde parfois cette idée, c'est celui avec qui j'ai fait le combat au campus, c'est celui avec qui j'ai... Peut-être que moi-même aussi, si on me donnait le pouvoir, que j'accédais au pouvoir, peut-être que je vais faire la même chose, mais nous devons chercher à être responsables, nous tous, en politique, pour que l'Afrique puisse vivre les meilleurs moments. Une Afrique rayonnante, au gré des principes démocratiques, ça passe d'abord par les intellectuels ou les politiques en général. Non, je vais me répéter. Il n'y a qu'une seule solution. Non, je vais me répéter. L'Afrique rayonne par endroits. Et la fatalité de la France-Afrique n'est pas des mots lancés à l'air. Oui, le Bénin a toujours pris des initiatives, mais c'est confronté à cette réalité-là du CFA. Il ne faut pas banaliser ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous parlez de la CEDEAO. La France a tout fait pour vider la CEDEAO de sa substance. Avant, vous n'avez pas vu la naissance de l'UEMOA. L'UEMOA qui allait dupliquer toutes les institutions de la CEDEAO. L'UEMOA, c'était juste un organisme de concertation sur le CFA. Mais puis après, dès qu'on a vu que la CEDEAO est devenue un organisme de politique, d'intégration, et que le Nigeria prenait le leadership, on a tout fait pour casser la CEDEAO.
Vous n'avez plus le Nigeria qui intervenait au Libéria avec Ecomog et tout ça là à l'époque. Vous ne l'avez plus aujourd'hui. Vous n'avez plus, parce que le Nigeria sait très bien que si il continue à vouloir prendre ce rôle-là, il est entouré essentiellement de francophones CFA. Le Nigeria est en zone dangereuse. Et ne peut pas être aussi émancipé que par exemple l'Afrique du Sud, qui pourrait rayonner depuis le Cap jusqu'au niveau du Nil. Le Niger ne peut pas faire ça, parce qu'il est entouré essentiellement de gens qui sont au service de la France. Et il faut le dire, remarquez le CFA, le comportement du CFA, hein, dans toutes les organismes d'intégration en Afrique. Le CFA nous dit que le CFA est intégré à l'euro, enfin, a une relation avec l'euro. L'euro est une intégration. Et vous voulez partie intégrante de l'intégration en Europe et de l'intégration en Afrique. C'est un cheval de Troie. En vérité, c'est des taupes qui détruisent toutes les initiatives d'intégration qui sont prises. Ça, là, on n'a pas besoin de Sorbonne. Alors, comment le réveil peut-il s'opérer pour cette Afrique-là? Non, mais ce qui est sûr, oui, il y aura l'Afrique qui évolue, qui va continuer à évoluer. On finira même pas exclure les francophones de l'organisation africaine pour évoluer. Monsieur Arribi? Non, mais ils sont déjà intégrés à l'Union européenne, avec l'euro. Qu'est-ce qu'ils font encore dans l'intégration africaine? Quand vous le dites, c'est comme ça que le peuple. Non, vous voyez non, mais écoutez, on ne peut pas constamment... Vous avez vu, je vous ai parlé de l'attitude du Nigeria aujourd'hui, qui ne peut pas assumer son rôle de leadership, parce qu'il est entouré de taupes. Il faut le dire crûment comme ça, pour que tout le monde puisse comprendre. Quand le Nigeria a commencé par vouloir jouer, à chaque fois ils ont voulu jouer le rôle de leadership, ils savent ce qui s'est passé. Dans un premier temps, on leur a envoyé la guerre du Biafra. Tout le monde sait très bien la participation des pays africains qui ont été à l'origine de cette histoire-là. Et puis après, quand ils ont voulu, avec Ecomog et tout, régenter la CEDEAO, ils sont en train de traîner ce que vous savez actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire... Certains pays ne peuvent pas se comporter comme ils veulent dans la zone de la SADC. C'est impossible. Donc nous sommes condamnés alors? Non, la solution, c'est justement que les autres s'éveillent et nous excluent des instances d'intégration. Ça commence par là. Pendant longtemps, l'Afrique du Sud était paria de la communauté internationale. Ça a fini par porter ses fruits. Ça dit si aujourd'hui on continue de nous accepter dans des structures, alors qu'on sait très bien que nous jouons les rôles de taupes et de destructeurs, pourquoi continuer à nous accepter? Prenez toutes les initiatives africaines d'intégration. Ce sont les francophones qui sont tous ligués pour mettre ça en échec. Alors, la libération de ce peuple qui aspire à la liberté, néanmoins, oui, il y aura des éclairs dans certains pays, comme la Conférence nationale au Bénin, comme le ballet citoyen à côté. Mais à la fin, ils seront confrontés à la réalité qu'ils n'ont pas la coupe de franche. Et c'est ça qui donne l'impression d'un éternel recommencement. Si un chef d'État sait très bien qu'il est soutenu par la France, il vient, il tire sur les gens. On a vu un ministre de l'Intérieur venir à Lomé pendant que l'opposition avait organisé une marche et ça terminé dans un carnage. Ça n'a pas empêché le ministre en question de magnifier le régime, etc. Et puis après, rien ne s'est passé. Vous parlez de l'État européen. Oui, vous ne pouvez pas observer ce genre de choses dans une autre partie de l'Afrique qui essaie d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, notre ami a parlé du Ghana. Quand vous voyez le Ghana entouré lui aussi de CFA, remarquez ce qui se passe. Et remarquez, traverser la frontière, remarquez ce qui se passe ailleurs. Récemment, les Ghanéens, par exemple, ont supprimé tous les péages sur le territoire ghanéen. Oui. À l'approche des fêtes. Allez dire à un francophone de supprimer les péages chez lui. Si on n'en multiplie pas, on en construit même de modernes pour accepter des tricycles, des motocyclistes, etc., pour pouvoir soutenir de l'argent au passage. Mais les Ghanéens, ils ont pu comprendre que les péages ralentissent la productivité de leur pays. Parce qu'ils ont une prise sur leur économie. Ici, les comptables vont vous dire que ça fait perte de tel milliard par jour, etc., etc., et on en fait davantage. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'espoir est permis, et je vous dis, les autres qui ne sont pas sous cette emprise vont continuer à évoluer et finiront par se retrouver
Et nous, d'une manière ou d'une autre, on finira par se débarrasser de nous. Pas se débarrasser. Là, le tableau n'est pas du tout gai, M. Maïga, pour ce peuple qui demande beaucoup. Ses choix, même si après ça finit avec un peu d'aigreur, c'est toujours pour le mieux-être. Comment ce peuple peut-il prendre enfin son destin en main et avoir le pain quotidien et finir avec cette immigration sauvage? Monsieur, vous savez, cette immigration sauvage, c'est un épiphénomène, c'est même pas ça le problème. Ah bon? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bien chez soi quand il n'y a pas de justice. Donc quand on n'est pas bien chez soi, on cherche l'horizon, on cherche un autre monde meilleur et très souvent c'est l'Occident vers lequel on veut aller, même si ce sera au péril de sa vie. Alors vous voyez tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'influence de la France. En fait, c'est de l'ingérence de la France. On ne peut pas être bien chez nous, on ne peut pas mettre fin à tous ces mots-là, MAUX, tant que cette France-Afrique, tant que la France va continuer à s'ingérer dans nos affaires. Regardez récemment, le 18 octobre, la France, Macron a convoqué en Guinée la jeunesse africaine. De quel droit elle fait? Est-ce que vous voyez la reine d'Angleterre faire cela dans le Commonwealth? Est-ce que vous voyez cela ailleurs? Ça, c'est un. Vous voyez, la France est militairement présente, plus présente qu'au lendemain des indépendances, dans le Sahel et le Sahara. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en train de renforcer sa politique dans l'Afrique francophone. Alors, vous ne voyez pas ça comme une contribution? Mais une contribution, monsieur, vous savez, au Bénin, il faut commencer à vous faire des soucis parce que le terrorisme là, qui s'est implanté, qui a été implanté dans le Sahel, est en train de venir, de vouloir se faire une brèche vers la côte ouest africaine. Ok? Donc, et vous savez, au Niger, beaucoup de gens pensent que récemment, vous voyez, si vous vous rappelez les scandales les crimes qui a été perpétrés par l'armée française au Niger, à Kera, où 3 civils nigériens, dans une manifestation, qui bloquaient le convoi français, ont été tués par l'armée française. Vous savez ce que ces civils pensent? Ils pensent que la France peut être derrière tout ça. Parce qu'ils se posent la question. Comment est-ce qu'une armée aussi puissante que l'armée française, l'une des plus puissantes du monde, est là depuis une dizaine d'années dans la bande sahélo-saharienne, et qu'au lieu que le terrorisme diminue, c'est comme un cancer, il est en train de gangréner tous les pays. Au départ, c'était au Mali, maintenant il a pris tous les 3 pays, le Niger et le Burkina, il est en train de venir vers le Bénin et le Togo, et même la Côte d'Ivoire. Comment cela est compréhensible? Comment est-ce qu'un convoi qui pouvait aller de la Côte d'Ivoire vers le Mali, il bifurque pour aller au Burkina et au Niger et puis rentrer au Mali? Et donc les gens se posent la question, est-ce qu'il n'est pas en train de fournir ces terroristes-là en matériel? Parce que des terroristes qui ont des motos, du carburant, des armes neuves, des moyens logistiques énormes, alors que toutes les douanes de ces États-là disent qu'elles font leur travail. Donc la France est accusée à cela. À tort ou à raison, voilà les raisons. Mais il se passe que aujourd'hui, la France ne combat pas les terroristes. Le jour où ce convoi français a été intercepté, enfin bloqué pendant une demi-journée à Tira, monsieur Tondi, ils ont tué 3 civils nigériens. Pendant ce temps, il y avait des jeunes qui manifestaient. Ils ont envoyé des avions de chasse pour tirer des gaz lacrymogènes. Mais quand l'armée nigérienne ou malienne ou de Burkinabé est attaquée, on ne voit jamais ces avions-là. Vous comprenez donc le désarroi du peuple. Et vous comprenez aussi la déception du Mali face à Barkhane, qui n'a pas fait son travail. C'était Serval, puis Barkhane, maintenant c'est Takuba. Parce qu'on change de nom pour solder un peu l'échec. On reviendra sur ces débats de plus en plus passionnants sur le continent. Si vous devez conclure l'émission du jour, que diriez-vous? Comment? Si vous devez conclure l'émission du jour, que diriez-vous? Oui, moi, la justice, tant que nous serons dans cette France-Afrique, il n'y aura pas de justice parce que la France aura ses intérêts dans les mains. Et ça veut dire que tous ces chefs d'État qui seront placés ne feront que ce que la France va désirer. C'est tout. Merci à vous, monsieur Maïga Sédou. Merci pour la participation. On espère vous retrouver très bientôt. Merci à vous, monsieur Georges Anagoun. On gère ça positivement ici. Merci également à vous, monsieur Arémi. Nous nous retrouverons très bientôt pour un autre plateau. Ce fut un plaisir. Au revoir.